Le temps est venu, a-t-il répété à la tribune de l'ONU. Emmanuel Macron a donc acté hier soir la reconnaissance de l'État de Palestine, tout en exigeant la libération des otages israéliens et l'arrêt des massacres. Bonjour Vincent Lemire. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, professeur à l'université Paris-Est et co-auteur avec Christian Grattalou de l'Atlas historique du Moyen-Orient aux éditions Les Arènes. Qui est sorti la semaine dernière. C'est une actu. Ouais. La France est-elle entrée dans l'histoire hier soir ? Oui, la France a décidé de prendre ses responsabilités. On sait que c'était déjà prêt au mois de juin, puis il y a eu les frappes sur l'Iran. Les gens qui nous regardent s'en souviennent, c'était le 13 juin. Et il y avait un sommet qui était prévu le 18-19. Il a été reporté fin juillet. Et là, Emmanuel Macron a décidé d'une stratégie qui s'avère payante, c'est-à-dire de faire en 2 temps. Le 24 juillet, jeudi soir, vous vous en souvenez, il a annoncé qu'il allait reconnaître l'État de Palestine. 2 mois plus tard, on y est, fin septembre, pour créer une dynamique et pour emmener avec lui un certain nombre de pays. Et c'est ce qui s'est passé, et pas des moindres. Le 24 juillet, il y avait 0 pays du G7 qui avait reconnu l'État de Palestine. Aujourd'hui, il y en a 3, France, Royaume-Uni, Canada. Et puis, il y avait 2 pays sur 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et c'est super important parce que pour être membre de plein droit de l'ONU, il faut que finalement le Conseil de sécurité valide. Donc, en juillet, il y en avait 2 sur 5, Chine et Russie. Aujourd'hui, il y en a 4 sur 5. Chine, Russie, France, Royaume-Uni. Seuls les États-Unis, maintenant, se retrouvent en position de veto. Ça va devenir très, très compliqué pour eux. La France, clairement, a réussi, là, son pari diplomatique. En quelques mots, vous retenez quoi du discours du président Macron ? Un discours, enfin, tout le monde l'a dit, un très grand discours, un très beau discours, avec de la gravité, avec de la responsabilité. Un discours où il a cherché l'équilibre. Ses tout premiers mots, il a dit « Le temps est venu de libérer les 48 otages israéliens ». C'était sa première phrase. Donc, il n'oublie absolument pas les otages. Il parle évidemment des civils à Gaza. Ça revient très, très souvent. Hein. Il parle du plan d'expulsion des civils vers l'Égypte. Enfin, il prend acte, en fait, de la situation dans laquelle on est, de la situation catastrophique. Et il dit, voilà, il est minuit moins 1, quoi. Et donc, il faut bouger. Et il y a un plan concret, c'est-à-dire qu'il y a toute la première partie de son discours qui est très solennelle, et puis au milieu de son discours, il prononce cette fameuse phrase qu'on a vue en boucle depuis hier, hein, qui est très importante, au nom de la République française, je reconnais l'État de Palestine. Et puis ensuite, il énonce un plan concret, et ça c'était important, c'était pas forcément attendu. En fait, il va dérouler son plan, c'est un plan en 3 temps. L'urgence extrême, cessez-le-feu, libération des otages. Ensuite, mission de stabilisation et reconstruction de Gaza. Et puis, 3e temps, refondation de l'autorité palestinienne, organisation d'élections avant la fin 2026. C'est demain, hein, ça va être avant les élections présidentielles françaises, sans le Hamas. Donc c'est un plan crédible et surtout, regardez à la tribune, c'est un plan franco-saoudien. C'est pas la France toute seule avec son petit drapeau qui dit c'est la question que j'allais vous poser. Après, ce sont des mots, il faut pouvoir l'appliquer, il faut avoir des soutiens, il faut concrètement pouvoir... Mais il y a les soutiens. Et c'est, encore une fois, c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite et tous les pays arabes et tous les pays du Golfe que d'ailleurs Donald Trump va rencontrer aujourd'hui. On peut tout à fait imaginer que ce plan converge d'une certaine manière avec les propositions de Trump de cet après-midi. C'est ce à quoi on est en train d'assister. Ça veut dire que là, ce qui va se passer dans les jours qui viennent, Benyamin Netanyahou doit rencontrer Donald Trump, ou l'a peut-être déjà fait. Il menace de représailles, notamment de poursuivre les constructions en Cisjordanie. Et même l'annexion peut-être. Vous pensez que là, ça peut, les jours qui viennent vont être décisifs ? Les jours qui viennent sont absolument décisifs. On a un moment de bascule. On a aussi la Commission européenne qui a proposé des sanctions très dures contre Israël. La fin de l'exemption de taxes douanières à l'entrée de l'Union européenne. Les gens qui nous regardent doivent savoir que depuis les accords d'Oslo, un produit israélien qui rentre en France paye 0% de taxes. C'est une exemption. C'est un privilège qui datait des accords d'Oslo. L'Europe a dit... Bon, on ne peut pas dire qu'Israël aujourd'hui est toujours engagé dans le processus de paix, donc on suspend. Ça va coûter très cher à l'économie israélienne, qui est une économie fragile, sous perfusion. Donc il y a ces sanctions européennes, il y a ce plan franco-saoudien à l'ONU, il y a Trump qui clairement est disposé à bouger, sinon il ne rencontrerait pas tous les États arabes aujourd'hui. On sait que les frappes sur le Qatar ont été très mal vécues par Donald Trump. Alors il a été prévenu apparemment quelques minutes avant les frappes. N'empêche que la plus grosse base américaine au Moyen-Orient, elle est à Doha.
et que c'est aussi une humiliation. C'était une base C'est qui était l'armée là pour... israélienne qui a frappé des représentants Ouais, du Hamas qui a frappé- qui se trouvaient qui a frappé à des, Doha, au Qatar. qui a frappé l'équipe des négociateurs du Hamas. Pas la branche militaire ou quoi. C'est-à-dire ceux qui étaient en train de décider s'ils allaient accepter ou pas la dernière offre de cessez-le-feu. Le but était de les tuer. Quand on veut tuer une négociation, on tue le négociateur. Donc là, sincèrement, je pense que Trump est en train de se rendre compte que Netanyahou le balade, comme il a baladé Biden avant. Et le plan franco-saoudien peut faire bouger Trump, sincèrement. Ça va changer quoi, cette reconnaissance d'État de Palestine, Alors, concrètement, là? Concrètement, d'abord, ça va changer. Moi, je prends toujours, je suis historien, donc je fais un parallèle. Est-ce qu'on aurait demandé au général de Gaulle en 1940 si ça changeait quelque chose pour lui d'être reconnu comme représentant légitime de la République française? Pourtant, il n'était pas élu, il n'avait pas d'armée, il n'était même pas sur son territoire, et évidemment, il ne contrôlait pas son territoire. Donc, quand on me dit ah oui, mais l'État de Palestine, il est toujours occupé, il y a toujours des colons, etc., je dis mais oui, mais en fait, ça donne des capacités diplomatiques, ça donne aussi des capacités juridiques. Aujourd'hui, si c'est l'Afrique du Sud qui porte le sujet du risque génocidaire en Palestine, c'est bien parce que la Palestine ne peut pas se présenter devant la CIJ. Donc très concrètement, la CIJ, elle reconnaît les États membres de l'ONU. C'est simple, elle ne s'occupe pas. Si vous êtes membre de l'ONU, vous vous présentez à nous. Donc ça donne des capacités juridiques. Et puis j'ai envie de dire, derrière un État, il y a des citoyens. Aujourd'hui, depuis ce matin, il y a des citoyens palestiniens qui sont porteurs d'un passeport qui existait déjà. Sauf que ce passeport, maintenant, il est reconnu par le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, la France. Un passeport, c'est aussi des droits, une protection. Quand vous voyagez à l'étranger, vous n'oubliez pas votre passeport. Donc, il y a des conséquences concrètes dès ce matin à cette annonce. Elle est symbolique, elle est historique, mais elle est aussi concrète.